Bonjour mes amis, le 25 juillet 2000, il y a 21 ans, s'écrasait le vol Air France 4590. C'était un vol réalisé par un Concorde qui reliait Paris-Charles de Gaulle à New York, JFK. C'est un vol charter, dans le sens où il avait été affrété par un voyagiste allemand. Ce voyagiste allemand, à la base, c'est une compagnie de croisière maritime, donc il n'avait pas d'avion. Mais certains touristes pouvaient payer extra pour se rendre en Concorde sur le lieu du départ de leur navire qui allait après faire le tour des Caraïbes. Le Concorde en 2000, c'est déjà une relique du passé. C'est un avion ancien, c'est un avion qui est exploité à perte, mais qui permettait aux Français et aux Britanniques, les seuls exploitants en ces temps-là, qui permettait d'affirmer quelque chose, qui permettait de dire quelque part « Yes, we can ». On peut voyager à 2 fois la vitesse du son, on peut relier Paris à New York en 3 heures. Il y avait cette volonté de faire afficher, que ce soit le drapeau français ou le drapeau britannique, le plus haut possible, hein. Et c'était un signe d'une époque révolue en fait, parce que l'époque à partir des années 2000, en Occident en tout cas, c'est on ne peut pas, c'est interdit, c'est limité. On est sorti en 2000 de l'Occident qui pouvait, de l'Occident qui réalisait, de l'Occident qui faisait le tunnel sous la Manche, qui faisait le TGV, qui faisait le Concorde, qui faisait l'Airbus A320. On était sorti doucement, sans se rendre compte peut-être, de ce monde-là, et on rentrait dans un monde de restrictions, de limites, où finalement le rêve va être la piste cyclable, va être le coup de pouce vélo, n'est-ce pas, quand ce n'est pas le chèque psy. Donc je disais que le Concorde, quand il s'aligne ce jour-là pour décoller, il est à la fin d'un cycle, à la fin d'une époque, la fin d'une vie aussi. Aux commandes, on a Christian Marty. Christian Marty, c'est un commandant de bord. Il a 52 ans. Et c'est un homme qui est assez célèbre dans le milieu de l'extrême. Il a, rendez-vous compte, il a traversé en solitaire l'Atlantique en planche à voile, 37 jours, un record. Il a réussi cette traversée de manière absolument extraordinaire après quelques tentatives. Et il est aux commandes donc de ce Concorde. À bord, il y a 109 personnes en tout. 100 passagers, majoritairement des Allemands, 96 Allemands. Il n'y a pas de Français parmi les passagers. Et puis, 9 membres d'équipage, 3 dans le cockpit. Donc, M. Marty, comme je l'ai dit, le copilote, qui est plus expérimenté sur le Concorde que M. Marty d'ailleurs. Il y a le mécanicien navigant. Et puis, quelques stewards et hôtesses de l'air. Une hôtesse faisait son premier vol sur Concorde ce jour-là. Alors le Concorde, c'est un avion un petit peu, disons-le comme ça va peut-être pas plaire aux amateurs de cet avion, mais c'était quand même un appareil assez casse-gueule. C'est un appareil qui volait plus vite, c'est un appareil qui avait plus de pannes que la moyenne, c'est un appareil qui poussait, que ce soit les pilotes, la maintenance, l'équipement, aux confins de ce qu'ils pouvaient faire. Juste pour vous donner un exemple, si on prend les roues qui éclatent, les roues sur Concorde éclataient à peu près tous les 3000 vols. Tous les 3000 cycles à peu près, en moyenne, 3 à 4000. On avait un incident avec des pneus. Sur un Airbus A380, ou plutôt A340, si on veut comparer un avion qui était très utilisé à l'époque, c'était un incident tous les 100 000 cycles. Juste pour vous situer. Et si on compare par rapport à d'autres systèmes, les systèmes du Concorde, c'était un avion vieillissant, c'était un avion qui est, en termes d'engineering, c'est l'engineering des années 60, même s'il a commencé à être exploité durant le début des années 70, mais nous sommes réellement en une époque révolue. Et comme la production s'est arrêtée, les compagnies aériennes maintenaient, avec des coûts croissants, maintenaient les modèles qu'elles avaient. Mais il n'y avait plus de nouveaux modèles de Concorde qui étaient fabriqués depuis belle lurette. Alors je disais qu'il s'aligne pour décoller
Il veut décoller de la piste 26R de l'aéroport de Charles de Gaulle. Alors piste 26, comme son numéro indique, elle est orientée à peu près, à plus ou moins quelques degrés, elle est orientée au 260, donc elle est orientée pratiquement plein ouest. À ce stade, le Concorde est un petit peu trop lourd. On va dire, il a au moins 1 tonne de poids en plus par rapport au poids maximal autorisé au décollage pour cet appareil. Le poids maximal au décollage pour le Concorde normalement est de 185 tonnes, à peu près la même chose qu'un Boeing 767-300 Extended Range, juste pour vous donner une idée, hein, juste pour comparer. Il était 1 tonne au-dessus, au bas mot, peut-être un peu plus. Mais bien sûr, un avion de ligne ne s'écrase pas parce qu'il y a 1 tonne en trop, n'est-ce pas? Comme le dit assez justement d'ailleurs le BEA dans son rapport d'accident, l'effet de ce surpoids est négligeable et on peut comprendre l'effet d'1 tonne sur les performances d'un avion comme le Concorde est négligeable. Au moment où il s'aligne sur la piste, il y a le contrôleur aérien qui lui donne donc l'autorisation de décollage. L'autorisation de décollage se donne en général, il donne l'autorisation de décollage, il cite le numéro de la piste pour qu'il n'y ait pas de doute dessus, et puis il donne le vent. Et à ce moment-là, le contrôleur va dire Air France 4590 autorisé à décoller, piste 26R, le vent est du 0,90 avec 8 nœuds. 0,90 avec 8 nœuds. Le vent, quand on donne la direction du vent en météo, c'est la direction d'où le vent vient. Donc un vent du 0,90, c'est un vent qui vient du 90. C'est un vent qui est plein est. Il vient de l'est. Quand on est aligné sur une piste 26 et que le vent est du 0,90, ça signifie que le vent il vient en arrière. Donc il y a 8 nœuds de vent en arrière. Ça, c'est très embêtant. Bien sûr, pris isolément, n'est-ce pas? Ça ne va pas causer le crash d'un avion. Tous les jours, des avions décollent avec un petit chouïa de vent-arrière, tout simplement parce que, comme dans le cas du Concorde, le vent il n'y avait pas de vent du tout. Donc le temps qu'il arrive pour s'aligner, en ce moment-là, le vent s'est un peu levé, puis c'est du vent-arrière. Donc que voulez-vous, ça arrive tous les jours. On va pas à chaque fois aller faire le tour, refaire les calculs, aller se taper 4 km de taxiway et revenir de l'autre côté. La décision est prise. Enfin, il n'y a même pas de décision qui est prise. En fait, il n'y a pas de réaction du tout à cette information. Néanmoins, si on considère que, imaginons que volontairement, le Concorde, ce jour-là, imaginons que volontairement ait voulu décoller avec le vent dans le dos. Imaginons qu'il ait voulu décoller avec le vent dans le dos. Ça signifie accepter, dire bon, on décolle aujourd'hui avec 8 nœuds de vent arrière. À ce moment-là, il aurait fallu abaisser sa masse maximale au décollage à 180 tonnes au lieu de 185 tonnes. Je vais vous dire un truc. La masse maximale au décollage pour le Concorde est 185 tonnes. Il ne faut pas la dépasser en aucun cas, peu importe le vent. Néanmoins, ce jour-là, il était à 186 tonnes. Donc déjà, il avait 1 tonne de plus par rapport aux limites. Mais s'il y a du vent arrière, cette limite de 185 tonnes va être pénalisée. Il faudra la baisser. Donc pour les 8 nœuds, il aurait fallu la baisser à 180 tonnes pour une limitation dite de pneus. Alors c'est quoi la limitation de pneus? Elle est hyper simple à expliquer. Lors du décollage, un avion subit énormément de limites. Des fois, si par exemple il décolle d'une piste en altitude, la densité de l'air va être la première limite. Ou bien des fois, s'il décolle d'un aéroport où il fait 40 degrés, il fait chaud, la température peut être la première limite. Et en fait, quand vous avez une limite, elle va abaisser le poids maximal que vous pouvez avoir au décollage. La limite pneu est la suivante. Je l'explique. Imaginons que je pars avec cette voiture et j'ai un vent de face de 30 km/h. J'ai 30 km/h de vent de face. Et admettons que mon projet soit d'avoir
un vent de 100 km/h qui arrive sur la voiture. Imaginons que je veuille 100 km/h qui défile sur la voiture. Donc qu'est-ce que je fais? Au moment où je suis à l'arrêt, j'ai même pas démarré, j'ai déjà 30 km/h de vent qui me vient en face. Je démarre, quand j'atteins 70 km/h, j'ai déjà mes 100 km/h de vent qui défilent sur la voiture. On est d'accord? Mes pneus voient combien? Mes pneus voient 70 km/h. Mon indicateur qui se base sur les pneus va me donner, s'il se base sur la rotation des pneus, va me donner 70 km/h. Pourtant, en termes de vent relatif, j'ai 100 km/h déjà. L'inverse est vrai. Si je démarre avec un vent de dos, il faudra que j'atteigne déjà 30 km/h pour que je sente un vent relatif nul. Après, je dois aller rajouter 100 km/h de vitesse à cela, donc j'arrive à 130 pour sentir une vitesse relative du vent de 100 km/h. C'est très simple à comprendre. Donc, par rapport à un avion, c'est pareil. S'il y a un vent de dos, ça veut dire que il va falloir décoller plus léger, parce que si on décolle trop lourd, il va se passer quoi? On va devoir aller extrêmement vite, vu des pneus, pour pouvoir avoir assez de vent relatif sur les ailes pour décoller. Donc, on peut aller trop vite et le pneu peut par exemple éclater. Les pneus ont des limites à la vitesse qu'ils peuvent tolérer. Donc, en réalité, cet avion était 6 tonnes au-dessus donc de la masse maximale pour décoller, vu les conditions et vu le vent arrière. Alors, les gaz sont mis, commencent à accélérer très rapidement. Au fond de la piste, sur un taxiway perpendiculaire, il y a un avion, il y a un 747 qui venait d'atterrir avant et qui attend son tour pour croiser la piste. Donc il doit s'arrêter. Il attend d'abord que le Concorde finisse son décollage pour qu'il soit autorisé à traverser la piste. Donc il est à l'arrêt. Dans ce 747 qui arrivait du Japon, il y a le président en exercice de l'époque, Jacques Chirac, et il y a son épouse, et puis bien sûr c'est un vol commercial, il y a des passagers. Ils sont en train de voir tous le Concorde dévaler la piste en arrivant donc vers eux. C'est pour ça qu'il y a des photos où on voit l'avion, le Concorde, photographié de face durant le décollage, et on le voit extrêmement proche à un moment donné. C'est tout simplement, il a été photographié du 747 qui était à l'arrêt. Donc, l'avion accélère, V1 arrive, c'est la vitesse de décision. C'est une vitesse en dessous de laquelle, si un problème grave, il faut s'arrêter, il est possible de s'arrêter avant la fin de la piste, ou possible de s'arrêter sans éclater ses pneus et tout ça. Au-delà de cette vitesse-là, la distance restant de piste, en particulier là pour le Concorde pour ce jour-là, n'aurait pas permis de s'arrêter. Il passe la vitesse de décision qui est de 150 nœuds ce jour-là. 10 secondes plus tard, il y a le copilote qui dit « Attention, regarde ». Là, ce qui se passe, c'est que soudainement, un des pneus sur le bogie gauche, sur le train d'atterrissage gauche qui comporte 4 pneus, c'est le pneu numéro 2, donc c'est un pneu qui est à l'avant, à l'intérieur, n'est-ce pas, qui va éclater. Ce pneu éclate et la seconde d'après, le réservoir qui est au-dessus du pneu est percé d'un trou énorme, un trou où un homme pourrait faire passer sa tête, un trou de 30 cm de côté, et des cataractes de carburant, de jet A1, ou de kérosène si vous le souhaitez, commencent à couler. Ce carburant va couler pendant 1 seconde, on le trouvera sur la piste après, et puis il prend feu, il s'enflamme. Ça va très rapidement créer une flamme extrêmement longue. Selon d'où on la voit, la flamme peut sembler des fois avoir la taille de l'avion, voire même 1,5 fois de l'avion des fois. L'avion fait 62 mètres de long. Donc il avait une flamme accrochée derrière qui faisait
50, 70 mètres facilement. Comment le réservoir a été percé? Mystère et boule de gomme, personne ne sait. Le morceau manquant, le morceau qui a été arraché du réservoir, semble avoir été poussé de l'intérieur. C'est comme si quelqu'un était à l'intérieur et donnait un coup de pied. En fait, il est possible, je dis bien il est possible, que l'éclatement du pneu ait lancé une bande de roulement qui pèse 4,5 kg, qui a été retrouvée, qui a été lancée à une vitesse excessive, donc due à la rotation du pneu, mais aussi à l'avancement, qui a tapé sur le réservoir et qui a créé une onde à l'intérieur donc du liquide, du réservoir, qui a créé une sorte d'onde qui a concentré des forces en un endroit et qui a donc arraché un morceau. Toujours est-il, comment c'est arrivé, c'est quoi le phénomène physique? Les Français, les Anglais se sont disputés pendant très longtemps sur l'origine, beaucoup de tests ont été faits, il n'y a rien d'absolument concluant. Mais toujours est-il, il y a les vidéos, il y a les photos, on sait qu'il a été percé. Le deuxième mystère de la physique, c'est comment les flammes sont accrochées au Concorde. Ça, c'est aussi un mystère de la physique. Parce que si vous regardez le jet A1, le kérosène, il ne brûle pas comme ça, il ne brûle pas facilement. Les flammes sur le kérosène évoluent à peu près à 5-6 mètres par seconde. Là, c'était un avion quand même qui allait extrêmement vite. Il était presque à 200 nœuds par moment. Presque à 200 nœuds. 200 nœuds, on est grosso modo à 90 mètres par seconde. Il a fallu qu'il y ait localement, peut-être par le train d'atterrissage sorti, qu'il y ait localement une sorte de tourbillon ou autre qui arrive à stabiliser la flamme. Ah, c'est dingue quand même, ce phénomène physique. Deux phénomènes physiques qui se suivent et les deux sont quasiment inusités. Donc, le commandant de bord, bon, il sait que c'est trop tard, il a passé la vitesse de décision. Il y a un moment donné, le mécanicien qui gueule stop. Lui a vu quelque chose. Ce qu'il a probablement vu, c'est que les deux moteurs, le gauche et le droit, qui commençaient les deux à perdre de la puissance. Parce que le Concorde a 4 moteurs Olympus, les 4 moteurs qui sont placés dans des nacelles 2 à 2, l'un côte à côte. C'est pas un choix. On comprend ce choix qui a été imposé pour avoir une bonne aérodynamique, pour essayer de perturber au minimum l'écoulement sous l'aile. Mais en même temps, les moteurs sont côte à côte. Ça signifie que s'il y en a un qui a un grave problème, genre une explosion non contenue ou autre, il va très certainement affecter celui qui est à côté. Alors, l'avion continue à accélérer sur la piste. Et là, malheureusement, assez rapidement, il commence à quitter le centre de celle-ci. On voit sur les images que, pas sur les vidéos, on le voit voler. C'est trop tard à ce moment-là, on ne peut plus voir cela. Mais sur le rapport du BEA, il y a des photos où on voit la trajectoire, où on voit la suie, parce qu'il va laisser de la suie tout le long. J'ai parlé à quelqu'un qui était ce jour-là à l'aéroport Charles de Gaulle, et puis il était sur une zone de fret, et il voyait le Concorde décoller. Et en fait, ce qu'il m'a décrit comme bruit qu'il a entendu, il m'a dit ça a fait un bruit comme si on prenait une cuisinière, on allumait le gaz, on attend longtemps que le gaz sorte et là on craque une allumette. Ou bien avec un chalumeau, ça fait un bruit comme si on venait d'allumer un chalumeau devant un micro. Et c'était un bruit qui s'est entendu à des kilomètres à la ronde. Énorme, comme ça, qui correspondait à l'inflammation de ce carburant. Le débit était de l'ordre de 75 litres, 60 kilos par seconde. C'était le débit qui alimentait cette flamme. Cette flamme-là laissait de la suie, parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour brûler tout ce carburant qui sortait. Donc en fait,
quand le carburant est brûlé imparfaitement, et c'est très souvent tous les hydrocarbures, pas seulement le carburant, il brûle avec des flammes jaunes, et puis il laisse de la suie. La piste est noire, la piste est complètement noire, et on voit même les traces des roues du Concorde. Donc, le commandant de bord commence doucement à perdre le contrôle de l'appareil pendant l'accélération. Ça veut dire qu'il n'arrive plus à garder l'axe de la piste. Il n'arrive plus à rester dans l'axe de la piste. L'appareil commence à glisser. Au bout d'un moment, il est en fin de course, il est à plus de 22 mètres et demi, dit le rapport. Il est à 22 mètres à gauche de celle-ci. Donc il commence à dévier à gauche. Il tape sur des lumières de bord de piste qu'il casse. Et là, le pilote réalise que, comme il va finir dans le talus, il va finir dans le champ. Il va finir aussi, potentiellement, dans le 747 qui est en train d'attendre et où des passagers sont en train de photographier le Concorde qui arrive sur eux. Alors, si le pilote ne décolle pas et qu'il laisse le Concorde aller dans le champ, là, trains d'atterrissage peuvent se briser et la prochaine chose qui va arriver, parce qu'il ne vole pas encore, il est à plat, il ne vole pas. Si le train d'atterrissage se casse, la seconde d'après, l'avion est contre le sol, il va exploser en boule de feu. Potentiellement, il peut aussi finir contre le 747, causant un drame du type de Tenerife. Le commandant de bord, qui est aux commandes, fait la seule chose possible, il tire sur le manche pour décoller. Il est trop lent pour décoller. Il commence la rotation à 183 nœuds, dit le rapport d'accident, alors que la vitesse qu'il avait devant lui, la vitesse de rotation calculée devant lui, elle était de 199 nœuds. Donc il commence à décoller extrêmement tôt. C'est pour ça que l'avion, on le voit cabré, mais en fait il est plus cabré encore que la normale lors d'un décollage. Alors, il se cabre, il faut une énergie formidable aux ailes delta pour voler. Les ailes delta, c'est des fers à repasser à la base. Les ailes delta sont faites pour voler à des vitesses très élevées. L'aile du Concorde, qui est une forme comme ça de double ogive, héritant de l'aérodynamique des ailes en delta, même s'il n'est pas purement une aile en delta, elle est faite pour voler à des vitesses supersoniques. C'est là où elle donne sa meilleure aérodynamique, si vous voulez. Donc pour voler lentement avec une chose pareille, c'est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il faut énormément de puissance. La puissance qu'exige une aile delta aux basses vitesses est beaucoup plus élevée qu'exigerait une aile d'une autre forme. C'est pour ça que, par exemple, on voit le Concorde quand il arrive à l'atterrissage, quand vous le comparez à un 767-300ER qui a le même poids, vous voyez bien que ce n'est pas la même chose, que le Concorde est extrêmement cabré, les ailes delta décrochent à des incidences bien plus élevées, elles se permettent des incidences énormes parce que le long de leur bord d'attaque, il y a des vortex, il y a des tourbillons qui se forment. Ces tourbillons se forment, vont faire tourner l'air, vont brasser l'air très rapidement. Le tourbillon donne de l'énergie à l'air et permet à cet air de rester collé à l'extrado de l'aile et ne pas s'en arracher, retardant ainsi le décrochage. Cela dit, cette façon de travailler en générant exprès des vortex, alors qu'en aviation on cherche à les éviter, si vous regardez les wingtips qu'il y a sur les 737 ou autres, sont faits pour éviter les vortex. Mais sur les ailes en delta et en ogive, on cherche à créer des vortex. On les crée pour pouvoir voler aux très basses vitesses. Mais le corollaire, c'est qu'elles vont exiger une puissance formidable pour tenir en l'air. Parce que ces vortex ne sont pas gratuits, il va falloir, ils créent une traînée telle qu'il faut compenser avec des moteurs. Les moteurs, c'est ce qui va manquer au Concorde. Au décollage, donc dès que les roues quittent le sol, tant bien que mal, le moteur numéro 1 rend l'âme, suivi par le moteur numéro 2.
C'est quelque chose qui avait commencé durant l'accélération, hein, après le début de la flamme et tout ça, mais qui va se continuer de manière marquée après le décollage. Alors, ce qu'on voit, on voit deux choses qui sont très intéressantes à comparer. Le moteur numéro 1 et le moteur numéro 2 perdent leur puissance. Si on regarde par exemple le fuel flow, qui correspond à combien il bouffe, à combien de carburant il consomme, qui est une indication comme une autre de combien ils sont en train de travailler ou délivrer comme puissance, on constate que rapidement après le décollage, les deux moteurs passent d'une poussée, d'une consommation nominale qui est de l'ordre de 22-23 tonnes par heure par moteur, ils passent à quelque chose qui représente des broutilles, 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Ils sont en train d'osciller vers des valeurs extrêmement basses. Néanmoins, le moteur numéro 1, qui était quasiment éteint spontanément, remonte, et à un moment donné, il commence à fournir une puissance presque nominale. Il remonte pratiquement à 75% de sa puissance. Alors que s'est-il passé? Probablement l'air chaud qu'ils ont ingéré ces deux moteurs. Ça peut être quelque chose. Ça peut être des morceaux de pneus ou des morceaux de cette lumière qui a été frappée ou détruite par le train d'atterrissage lors du décollage, qui ont fait que ces moteurs, les deux, donc le 1 et le 2, les moteurs gauche, commençaient à être en très très mauvais état. Donc je disais que le moteur numéro 1 s'est quasiment arrêté puis il a repris sa puissance. Là, le moteur numéro 2, il a une alarme incendie. Pourtant, il n'est pas en feu, mais il a une alarme incendie. Pourquoi? Parce que, très probablement, parce qu'il est proche du foyer, donc de cette flamme. Il y a une sorte de circuit à l'intérieur, à l'entrée, qui détecte l'élévation de la température, et à 350 degrés de température, il réagit, et donc il va lancer une alarme d'incendie. Il y a une alarme incendie moteur, numéro 2, qui se déclenche dans le cockpit. Le moteur numéro 2 n'est pas en feu, mais il y a le feu à côté. Donc c'est pas une vraie alarme, c'est une fausse alarme, si vous voulez. Il y a aussi une alarme fumée dans les toilettes qui se déclenche, probablement à cause de l'ingestion par les systèmes de conditionnement d'air avec plein d'air brûlé en fait, plein d'essence brûlée et tout, qui va probablement se refluer rapidement dans la cabine. Donc, à ce moment-là, l'équipage, le mécanicien en particulier, ce qu'il va faire, alors que l'avion est à une dizaine, une vingtaine de mètres au-dessus du sol, il va couper le moteur numéro 2. C'est quelque chose d'assez inusuel. Maintenant, il est possible que le Concorde ait été exploité différemment des autres avions. Mais sur un avion de ligne, on n'arrête pas un moteur qui est en feu à 10 mètres ou 20 mètres du sol. Ce qui est dit chez toutes les compagnies aériennes, c'est que s'il y a une alarme incendie qui se déclenche lors de la rotation, c'est piloter l'avion d'abord, continuer à monter, et on parle à partir de 400 pieds. C'est-à-dire qu'on atteint 400 pieds, stabilise le vol, parce qu'un moteur, même en feu, il va apporter de la puissance. Un moteur même qui vibre, un moteur même instable, il va apporter un chouïa de puissance. Ça peut être 25%, 55%, des fois presque 100% de sa puissance nominale. Mais ça peut sauver. Ça peut faire la différence quand on est très très limité comme ce jour-là. Alors, là on a immédiatement un arrêt du moteur numéro 2 dans le fuel flow tombe à zéro. Il a été éteint. Est-ce que le moteur numéro 2 aurait pu potentiellement plus tard reprendre un peu de puissance? Possible, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. Le moteur numéro 1, qui avait repris, au bout d'un moment commence à montrer des signes de faiblesse et commence à revenir en arrière. Commence doucement à s'éteindre, et puis après son fuel flow va tomber. À ce stade, voici la situation. Le Concorde, il a moteur gauche, premier moteur numéro 1,
qui cette fois-ci, donc, qui lorsque l'avion était au décollage, il avait une puissance nominale, puis sa puissance était presque tombée à zéro, puis il est reparti, et il a donné une puissance de 75% de son maximum, qui maintenant vient de faire quoi? Qui maintenant est en train de mourir pour de bon. On a le moteur numéro 2 qui a été arrêté par l'équipage, c'est fini, celui-là est arrêté. On a un avion qui a décollé trop lentement, il n'avait pas le choix. Donc il n'a pas assez de vitesse, s'il avait eu assez de vitesse, peut-être son sort aurait été différent. On a un avion qui est plus lourd. Les poids qui sont définis pour le décollage, en particulier, tiennent compte de la situation de panne moteur. Et il n'y a pas de marge par rapport à ça. Si on s'en fiche la panne moteur, on peut décoller comme on veut en fait. On peut rajouter 10 tonnes sur un avion. On peut prendre un, je sais pas moi, on peut prendre un 737, rajouter 5 tonnes dedans par rapport au poids maximal et décoller. Si on est sûr et certain qu'on n'a pas de panne moteur, pourquoi pas? Why not? Toute l'histoire des vitesses au décollage, tous ces calculs qui sont faits au décollage, c'est pour tenir compte de panne moteur. Et là, on n'a pas une, mais 2 pannes moteur. L'avion n'a pas de quoi voler. Physiquement, il ne peut pas voler. En plus, quand il cherche à rentrer le train d'atterrissage ne veut pas rentrer. Il reste coincé dehors. Le train d'atterrissage, sur un avion, quel qu'il soit, Concorde ou autre, un train d'atterrissage sorti avec un moteur ou 2 moteurs en panne, physiquement, il n'y a pas assez d'énergie pour voler. Donc, il y a une image, il y a des vidéos prises depuis un camion où on voit l'avion cabré voler relativement lentement avec une flamme qui semble poursuivre derrière. Le copilote va dire par 5 fois badin, badin, badin. En fait, badin, c'est la vitesse. Ça signifie à plusieurs reprises, 5 fois durant l'enregistrement CVR. La séquence du crash a duré 81 secondes. Entre pratiquement l'explosion du pneu, attention, et le crash, il y a eu grosso modo un peu plus d'une minute. Il n'a pas été très loin. Et en fait, le copilote, durant tout ce temps, n'a cessé de rappeler au commandant le badin. Ça signifie, attention, la vitesse. Ta vitesse est en train de chuter. Mais le commandant n'avait pas vraiment d'option simple, en fait. Parce que la seule façon énergétique, quand on regarde sur les courbes aérodynamiques, la seule façon de sortir une aile delta de cette situation, ça signifie que l'avion est trop cabré et n'arrive pas à monter, et même qu'il commence à perdre de la vitesse et qu'il n'y a pas assez de puissance, il n'y a qu'une seule manière de le récupérer, physiquement parlant. C'est pousser sur le manche et accepter de perdre de l'altitude pour échanger de l'altitude contre de la vitesse. Donner de l'altitude, donner de la vitesse. Pour obtenir de la vitesse, en fait. Mais il n'y avait pas d'altitude. L'avion est en train de voler à même pas 100 mètres de hauteur. 100 mètres de hauteur, il n'y a pas moyen de jouer à ça. Donc, ce que l'équipage voulait faire, c'était aller à l'aéroport du Bourget. Parce que quand on décolle de la piste 26R à Paris, la piste du Bourget est en face. Elle est littéralement en face. Elle n'est pas vraiment dans l'axe, mais elle est un peu désaxée vers la gauche. Donc, quand il s'est écrasé, en fait, il était à 1600 mètres de la piste. À la vitesse à laquelle il allait, s'il avait pu rester en l'air 15 secondes de plus, il aurait pu l'atteindre, cette piste. Il aurait fallu 15 secondes. Les flammes qui étaient en train de brûler derrière, au moment où il s'écrase, il y avait 2 tonnes de carburant dans le réservoir qui était crevé, le réservoir numéro 5. Ça veut dire qu'en fait, s'il avait pu voler 30 secondes, cette flamme serait éteinte. Bien sûr, je ne spécule pas sur le fait, je ne suis pas en train de dire qu'il y avait moyen de sauver cet avion-là. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est purement intellectuel ce que je suis en train de dire. Il est fort possible, et même extrêmement probable, qu'une fois que cet avion a pris son envol, que peut-être même avec tous les moteurs en marche, vu l'ampleur de la flamme qui était en train de le bouffer, il est fort possible qu'il ne serait peut-être pas arrivé à l'aéroport du Bourget. Mais ça, c'est de la spéculation, parce que ce n'est pas arrivé comme ça, en fait. Néanmoins, si on regarde l'histoire du Concorde, il a eu très régulièrement, 57 fois, il a eu 57 incidents où des pneus
ont explosé lors du décollage. Il y a eu des cas de pneus qui explosent à l'atterrissage, mais ceux-là ne sont pas comptabilisés comme incident, parce que c'est plus sérieux quand un pneu explose au décollage. Donc, il y a eu 57 cas. Dans 6 cas, des morceaux de pneus ont tapé sur l'aile et du carburant a coulé. Le cas le plus grave est arrivé à Washington en 1979, où l'avion a failli, le rapport d'accident se lie exactement comme le rapport d'accident du vol 4590, où il a failli s'écraser exactement de la même manière. Il décollait de l'aéroport de Washington, deux pneus qui étaient sous-gonflés ont explosé, et ils ont tapé si fort sur l'aile qu'ils l'ont transpercé de part en part. De part en part. L'avion décolle avec des cataractes de carburant qui coulent. Il y a un passager qui court à informer le pilote, bien sûr, a réalisé qu'il y avait un problème. Mais un passager court à avertir une hôtesse, elle lui donne à boire, elle va avec lui, il lui dit l'aile est percée, l'aile est percée. Il y a un problème de communication, c'est un anglophone. L'hôtesse arrive, elle jette un coup d'œil par le hublot, mais elle ne s'assoit pas à la place du passager, juste elle se penche pour regarder. Et là, elle ne voit pas que l'aile est percée. Donc elle va dire à l'équipage, elle prend le téléphone, elle leur dit oui, il y a un passager qui a vu des débris. Ils disent oui, on sait, parce qu'il y a des pneus qui ont éclaté, on sait. L'équipage pense même rentrer à Paris. Ils disent au contrôleur, écoutez, vu qu'on a des pneus éclatés, bon, de toute façon, pour atterrir avec des pneus éclatés, on rentre à Paris, on traverse l'Atlantique et on atterrira avec à Paris comme ça, quoi. On sera léger de toute façon et tout. Quand ils veulent rentrer le terrain d'atterrissage, ils rentrent pas. Et puis après, ils réalisent que il y a des pressions hydrauliques qui commencent à partir, il y a un circuit qui est complètement vide, et il y a un autre qui se vide. Ils font un tour, ils passent au-dessus de la tour de contrôle. Le contrôleur leur dit, hey, les gars, vous êtes en train de perdre du carburant. En fait, ils avaient 3 réservoirs percés. Mais ils ne réalisent pas cela. Alors ils disent, écoutez, on va à New York. Ils disent au contrôleur, on va à New York parce que, tout simplement, c'est plus facile de réparer à New York. Ils ne réalisent pas les dégâts qu'il y a sur leur avion. Et c'est seulement après qu'ils réalisent, qu'ils comprennent l'étendue, quand ils voient visuellement le trou sur l'aile, quand ils finissent un quart d'heure plus tard par comprendre qu'elle est percée. Et là, ils reviennent, ils déclarent une urgence et ils reviennent à l'aéroport de Washington, leur aéroport de départ. L'avion avait montré une susceptibilité à des situations catastrophiques créées tout simplement par un pneu qui explose. Or, tous les avions de la Terre, là, je sais qu'on a accusé un DC-10 de Continental, il y a une pièce qui est tombée, tout ça, oui, mais DC-10 ou pas DC-10, les pneus des avions, en particulier Concorde et en particulier au décollage, explosent. Ça fait partie de la vie d'un pneu. C'est comme un pneu de voiture, il explose des fois, quoi qu'en fasse. Donc, le fait que l'explosion d'un pneu pouvait causer un crash a fait que le BEA a recommandé de suspendre le certificat de navigabilité de l'avion. Forcément, c'était pas possible. Vous ne pouvez pas laisser un avion voler. Bon, on le savait depuis 1979, mais il a fallu 1979 plus 109 morts pour qu'on mesure vraiment. Parce que 1979, ça aurait pu se terminer exactement comme le crash donc de Gonesse. D'ailleurs, quand il est tombé, quand l'avion a décroché, parce qu'au bout d'un moment, badin, la vitesse était trop basse, l'avion est tombé, et il s'est incliné sur la gauche, n'est-ce pas? Il s'est incliné sur la gauche, il est tombé presque à une vitesse presque nulle, vitesse horizontale. Et puis, voilà, il s'est cassé en deux. Le cockpit a tapé contre un transformateur électrique. Le cockpit, c'est une des rares parties qui n'a pas brûlé. Tout le reste a brûlé. L'incendie a été maîtrisé 3 heures ou 4 heures plus tard par les pompiers. Les pompiers du Bourget étaient les premiers là sur place, après les pompiers de Charles de Gaulle, puis les pompiers des communes avoisinantes. Au moment où, à l'époque où ces gens devaient être à New York, ils étaient encore en train de brûler dans les décombres d'un hôtel et de l'avion, quoi, qui a tué 5 personnes au sol. Il a tué, je crois, un Indien, un Algérien, 2 gars, je me rappelle plus d'où, mais enfin, voilà, il a tué des gens au sol, en plus. Donc, je disais que le BEA a recommandé qu'on retire le certificat de navigabilité. Et ce fut chose faite. Le certificat a été retiré.
Il a fallu pas mal de modifications et tout pour que l'avion revienne en ligne. Il est revenu, l'avion d'Air France, je pense qu'Air France, son prochain vol en Concorde, c'était en 2001. Ouais, je crois que c'était en 2001. Le 11 septembre 2001, c'est le prochain vol d'Air France en Concorde. Le Concorde arrive à New York, faisait Paris-New York. Peu de temps après, les tours jumelles s'écroulaient. Et en fait, ce qui a suivi après a sonné le glas du Concorde, vraiment, parce que l'aviation était perturbée, cet avion n'avait plus sa place là-dedans. Et donc, l'histoire s'est arrêtée là pour cet avion mythique. Donc c'était un avion mythique, un avion iconique, crash iconique aussi. Les Anglais n'étaient pas très contents parce qu'il faut savoir que normalement les enquêtes se font dans le cadre de l'annexe 13 de l'OACI, la Convention d'aviation civile, qui fait que normalement auraient participé les Français mais aussi les Anglais, parce que il faut savoir que le Concorde a été fabriqué, c'est une fabrication franco-anglaise, même si en fait il y avait le modèle britannique et le modèle français de Concorde qui étaient certifiés différemment dans chaque pays, de sorte qu'en réalité il y avait deux modèles de Concorde en vol, le britannique et le français. Et en fait les Britanniques normalement devaient avoir accès à tout le dossier, auraient dû avoir accès à tous les éléments de l'enquête. Ceci n'a pas été permis par la justice française, parce que la justice française a cette mauvaise manie chaque fois de s'impliquer dans des accidents d'avion. Donc ce qu'elle fait, c'est que dès qu'il y a un accident d'avion, elle ouvre une procédure judiciaire. Le problème, c'est que l'esprit des enquêtes sur les accidents d'aviation, c'est que c'est un esprit pas de blâme, pas de responsabilité, pas de savoir qui paye qui, pas de savoir qui va en prison, mais pour essayer de comprendre, pour que ça n'arrive pas, et pour essayer de faire en sorte d'améliorer la sécurité aérienne. Les gens répondent très facilement, les gens collaborent facilement quand ils savent qu'on est dans cet esprit-là. Et c'est ça qui a permis de rendre l'avion plus sûr que la voiture. Mais les gens, quand on les convoque devant un juge, devant un magistrat, quand il y a des commissions rogatoires, quand il y a des perquisitions, quand il y a des saisies, quand il y a des gendarmes, quand il y a des flics, généralement ils ont peur. Généralement ils vont se fermer. Parce qu'ils vont faire gaffe à ce qu'ils disent, ils vont appeler leurs avocats, ils vont réfléchir 2 fois avant de témoigner, ils vont peut-être dire j'ai rien vu. Et ça a été un problème. Ça a perturbé le déroulé de l'enquête et ça a créé des tensions énormes entre les Britanniques et les Anglais qui n'ont jamais été complètement d'accord. D'ailleurs, même dans le rapport d'accident du BEA, dans le rapport final, il y a des notes qui ont été émises qui sont incluses dans le rapport, qui ont été émises par les Britanniques, qui divergent un petit peu par rapport aux conclusions du BEA. En tout cas, voilà mes amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est l'avion, le Concorde est un avion extrêmement compliqué et très différent de ce qu'on voit d'habitude. J'aurais pu faire 1h30 de vidéo, il y a plein de détails que j'ai omis. Si on part dans les détails, on peut vraiment faire 10 vidéos rien que sur cet accident-là. Possiblement, dans 1 an peut-être, je ferai encore une autre vidéo où je revisiterai cet accident, peut-être sous un autre angle, peut-être parlant d'autres détails. Et en attendant ce temps-là, je vous retrouve dans d'autres vidéos. À bientôt.